Mon général, directeur général de la Gendarmerie nationale, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, chers camarades auditeurs de cette promo et des promos précédentes, mesdames et messieurs, très chers amis, nous savions que l'intelligence artificielle pouvait imiter la voix et le visage. Il n'aura pas fallu longtemps au crime organisé pour s'emparer de cette nouvelle technologie. L'IA a été utilisée il y a un mois, jour pour jour, lors d'une conférence vidéo, donc en direct. Il ne s'agissait pas d'un enregistrement ni d'un deepfake. Des employés du bureau de Hong Kong d'une multinationale ont parfaitement reconnu leurs interlocuteurs lors de cette vidéo, comme leurs managers et collègues anglais, et ont donc effectué les virements demandés lors de cette conférence pour un montant d'à peu près 24 millions d'euros. En janvier dernier, l'Université d'intelligence artificielle d'Abu Dhabi a annoncé avoir développé une IA capable de reproduire n'importe quelle écriture manuscrite. Nous pouvons imaginer la menace supplémentaire que cela représente. Qui plus est, nous nous rapprochons donc inexorablement du robot asimovien. Mais qu'en est-il du bon côté de la loi? Où en sommes-nous? C'est ce que nous allons voir ensemble cet après-midi. Et pour cela, je cède la parole au directeur du MBA, au général Laurent Bituzet, commandant l'école des officiers de la gendarmerie, pour vous accueillir officiellement à ce colloque. Sécuriser l'événement, l'IA est-elle la martingale absolue? Mon général, directeur général de la Gendarmerie nationale, messieurs les généraux, mesdames et messieurs les directeurs d'administration, chefs de service, mesdames et messieurs les professeurs, présidents, responsables d'universités et grandes écoles, mesdames et messieurs les élus, chers auditeurs du MBA, de la 10e et actuelle promotion et des promotions antérieures, et chers tous présents ici avec nous, en présentiel ou en distanciel, via le lien de notre transmission en direct sur YouTube. Je suis très honoré de vous accueillir pour notre colloque annuel du MBA spécialisé sécurité, dédié cette année à l'intelligence artificielle et sa place dans la gestion des événements au quotidien et à sa place aussi dans l'événement, comme dans l'exceptionnel, année olympique oblige après l'organisation de la Coupe du monde de rugby l'année dernière. Ces rencontres, ce colloque pour le MBA et l'école des officiers de la Gendarmerie nationale sont l'occasion, plus que de participer, de construire les contributions de la gendarmerie et du ministère de l'Intérieur aux enjeux contemporains de sécurité et de souveraineté en lien avec la transformation digitale. L'IA est-elle la martingale absolue, la solution au monde toujours plus complexe et ses adversités toujours plus nombreuses? Réponse dans les quelques heures que nous passerons ensemble. 10 ans. Nous en sommes à la 10e promotion du MBA spécialisé sécurité, diplôme délivré par l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, engagement fort de la gendarmerie pour irriguer le haut du spectre des fonctions et de l'esprit de sécurité auprès des entreprises et des administrations. C'est l'illustration du continuum de sécurité, mission dans laquelle est pleinement engagée la gendarmerie au quotidien pour aller vers ses partenaires d'action, les entreprises, les territoires, les élus, les collectivités territoriales, les administrations nationales, locales, les associations, pour une sécurité toujours plus efficace dans nos concepts partagés. Ce sont plus de 250 auditeurs qui, depuis 10 ans, ont été formés. Je souhaite ici remercier tout particulièrement ceux qui, auprès de la gendarmerie, nous accompagnent depuis le début de cette aventure au service de la sécurité. Nos partenaires, l'Université Paris-Panthéon-Assas et le CNAM, ainsi que HEC Paris en tant que participant à ce diplôme. Je souhaite aussi remercier nos responsables de chaire qui nous font une nouvelle fois l'honneur et le plaisir de construire le fond de ce colloque et que vous entendrez aussi cet après-midi. Monsieur le professeur émérite Pascal Chéniaud, pour la chaire de géopolitique, Monsieur le professeur Alain Bauer, pour la chaire de sciences policières et criminelles,
Madame la professeure Véronique Chanu, pour la chaire de Management, et Monsieur le professeur David Nakache, pour la chaire de Cybersécurité. D'ailleurs, j'espère que vous avez pu profiter du véritable cadeau que le professeur Nakache nous a fait et offert pour ce colloque et nos 10 ans, en vous proposant les 2 capsules vidéo sur l'intelligence artificielle diffusées par mailing ces derniers jours, sur LinkedIn, sur YouTube, en lien avec votre invitation, et que vous pourrez revoir à discrétion. Je tiens à remercier nos 2 personnalités qui vont introduire notre colloque. Mon général, cher Christian, général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale, puis le professeur Alain Bauer. Tous 2, dans leurs responsabilités et champs d'action, qui sont vastes, définiront le cadre de nos échanges et les thématiques dont nous débattrons. Pour notre conclusion, je remercie d'ores et déjà M. Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique, entrepreneur renommé du numérique, avec nombre de créations d'entreprises, membre de l'Institut Montaigne et enseignant à Sciences Po Paris. Cette conclusion par le monde de l'entrepreneuriat est au cœur du symbole de ce qu'est le MBA dans ce continuum de sécurité. Notre objectif est clair, partager des connaissances, débattre des nouvelles technologies, de leur intégration dans nos stratégies de sécurité et envisager, ensemble, les perspectives d'avenir. Je suis convaincu que les discussions d'aujourd'hui enrichiront notre compréhension collective et guideront nos actions futures. J'ai le plaisir maintenant de vous dévoiler la nouvelle vidéo de présentation du MBA spécialisé sécurité de la gendarmerie pour ses 10 ans et de céder dans la foulée la parole au général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale, pour entamer ce colloque. Merci à tous pour votre présence et votre engagement. Cet amphi est toujours aussi impressionnant. Je suis passé à l'école de guerre il y a très longtemps maintenant, mais ça me renvoie quelques années en arrière. En tout cas, c'est toujours un immense plaisir et c'est aussi un honneur d'être là, mais je vais y revenir très vite. Monsieur le Président, cher Pascal, Madame la professeure, chère Véronique, Monsieur le professeur, cher Alain, Monsieur le professeur, cher David, Mesdames et Messieurs, chers partenaires et soutiens, mon général, directeur de sécurité du COJOP, mon cher Bruno, Madame la directrice des entreprises et des partenariats de sécurité au ministère de l'Intérieur, chère Julie, cher Laurent, chers auditeurs, anciens auditeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. 10 ans déjà. C'est un événement qui est particulier, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir vous dire au MBA, et je suis encore très très heureux de venir là, mais 10 ans déjà, ça nous renvoie aussi au moment où le MBA a été créé. Donc on a les créateurs dans la salle. D'ailleurs, globalement,
On mesure souvent la réussite d'un projet quand on découvre des créateurs auto-spontanés qui déclarent un peu partout qu'ils sont à l'origine d'eux. En réalité, les vrais créateurs sont là, on les connaît. Et bien sûr, je veux vraiment les remercier. Cette réussite, c'est une vraie fierté. Alors, il y a la création, il y a l'accompagnement, il y a tout ce qui a été fait. Je salue également les directeurs de chaire, le corps enseignant, les OGN qui portent ce MBA également. Laurent, tu as su prendre tout cela en compte avec beaucoup d'engagement lorsque tu as pris la direction de l'école. Et ce MBA est quelque chose qui est assez unique. Depuis 10 ans, considérer qu'il est à maturité. Et c'est vraiment une immense satisfaction. Donc je veux remercier également l'école militaire et le SGDSN, c'est grâce à eux que nous sommes là, nos partenaires et soutiens, Paris 2 Assas, HEC, le CNAM, et puis tous les intervenants et participants que vous verrez au cours de ce colloque, et bien sûr tous les auditeurs de la 10e promo et tous ceux des promos d'avant, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup de monde. Et puis, je souhaiterais également remercier tous ceux qui, au fil de ces 10 ans, par des conseils, de l'accompagnement, des petits clins d'œil, des petits effets correctifs pour bouger du delta nécessaire pour s'aligner, parce parfois on avait pris des décisions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Tout ce qui se fait finalement, l'air de rien, entre deux portes ou à la faveur d'un coup de téléphone, nous ont permis de nous réaligner et de nous mettre sur cette trajectoire. Encore une fois, c'est une immense fierté d'être ici et de voir ce que ce MBA est aujourd'hui et de voir également ce que font les auditeurs. C'est toujours un vrai plaisir, comme si un peu on revoyait les gens qui, à un moment donné, qui font partie de la famille parce qu'ils sont partis dans ce creuset qui est juste exceptionnel. Alors, le sujet du jour. Alors, habituellement, quand on prépare des éléments de langage, soit je ne les prends pas du tout, soit je les lis. Et là, il se trouve que c'est un sujet qui m'obsède. J'ai obsédé, en tout cas qui me passionne, qui me fait y penser globalement quand même à peu près tous les jours. L'intelligence artificielle, martingale absolue pour les forces de sécurité. J'ai un peu le sentiment, c'est un sentiment qui est comme très très partagé, qu'on est un peu comme à la veille de la découverte de l'écriture, de l'Internet. Aujourd'hui, le monde change. Il a déjà commencé à changer. Je crains juste qu'il ne change encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite dans les périodes qui viennent. Il y a la loi de Moore en électronique, informatique. Je pense que c'est encore pire que la loi de Moore quand on voit la croissance des capacités et avec la croissance des obligations, comme la croissance des vulnérabilités, des menaces et des opportunités. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Hier, j'étais avec un certain nombre de cadres pour parler d'IA. Ce matin, on avait un comité stratégique sur le sujet de la donnée, sur les projets qui traitent de la donnée. Et c'est juste, je parlais d'obsession, je pense que finalement le terme est assez vrai. Ça pose des sujets de droit. Je pense que vous y reviendrez. Avec une petite... comme ce sujet me passionne, je n'ai pas la prétention d'être objectif et neutre en l'espèce, mais trop souvent, j'ai un peu le sentiment que le référentiel juridique que l'on prend pour analyser cette dimension nouvelle, c'est souvent le référentiel hanté. Mais en réalité, oui, ça génère des tas d'obligations juridiques, de traçabilité, de contrôle, mais je pense qu'on ne peut plus raisonner le contrôle comme on le raisonnait il y a quelques années, alors qu'on n'était pas capable de faire ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et surtout qu'on n'avait pas face à nous des gens qui sont capables de faire des choses avec une vulnérabilité qui est parfois très inquiétante, mais j'y reviendrai. Donc ma conviction concrètement, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. On a un train à très très grande vitesse qui est en train de passer, il faut que l'on soit dedans. La donnée, elle est là, elle est partout. Ce matin, on me disait qu'il y avait dans le monde à peu près 4 fois plus d'objets connectés qu'il n'y a d'habitants sur cette planète, ce qui est énorme. Quand on imagine l'inégalité entre ce que l'on peut voir dans certains pays qui sont même pas, qui sont les moins en avance ou les plus en retard sur ces sujets-là.
C'est-à-dire que c'est juste considérable, et avec une augmentation qui est exponentielle, je le disais tout à l'heure. Donc on n'a pas le choix. En fait, il faut faire avec. Et ça nous offre des opportunités qui sont juste phénoménales. C'est un sujet de performance. Ce matin, on parlait également de l'amorce du quantique. Je crois qu'Apple a récemment encore évoqué sa sécurisation des e-messages sur le coup d'après, sur la marche d'après. C'est une info que j'ai captée comme ça. Donc les choses avancent considérablement. Je parlerai des IA génératives tout à l'heure. Et donc en fait, moi, dans mon humble place de directeur de la gendarmerie, concrètement, ça fait déjà quelques années qu'on en a tiré des enseignements assez simples. C'est qu'en fait, il faut que tous les gendarmes sachent pourquoi et comment les intelligences artificielles peuvent nous servir. Comment on peut les utiliser, quelles sont les limites et comment ça impacte l'environnement. Quand je suis rentré en gendarmerie, alors je suis de formation scientifique à l'origine, on m'a dit, donc j'étais jeune lieutenant, j'étais loin de penser à tout ça, mais on m'a dit, non, il faut que tu fasses du droit, parce que tu ne feras pas carrière si tu ne fais pas de droit. Non, ce que tu as fait, ça ne compte pas, fais du droit. Alors, pardon, parce qu'il y a d'éminents juristes dans cet amphithéâtre. Bon, j'ai fait du droit. Pour être honnête, ça ne m'a pas forcément autant emballé que les sciences à l'époque. Donc, je n'ai pas été spécialement brillant. Bon, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Aujourd'hui, ce que je dis aux jeunes officiers, c'est que je ne leur demande pas d'apprendre à coder des algorithmes, mais je leur dis en fait que s'ils ne savent pas ce que, par exemple, le traitement de la donnée de masse peut apporter, ils ne se poseront pas les questions comme ils doivent se les poser. Ils n'iront pas sur des solutions qui se révéleront souvent les plus pertinentes. Et en fait, il faut savoir. Alors, si en plus, il y en a qui savent coder ou qui sont intéressés par cela, tant mieux. Mais en réalité, on ne peut pas passer aujourd'hui à côté de ce que peut apporter, dans les deux sens, un bon emploi de l'intelligence artificielle. Alors, dans notre domaine de la sécurité, il est certain que l'IA peut amener beaucoup de choses, en fait, pour prendre des décisions, pour organiser le service, pour optimiser les moyens. Mon rôle aussi, c'est de faire en sorte que le temps gendarme soit le mieux employé possible, et pour faire en sorte, en fait, qu'on ait un gendarme au bon endroit et au bon moment. Donc, on y travaille. Je vous donne un exemple. Alors, je vais employer un terme qui est absolument, totalement impropre, mais c'est le terme que j'emploie pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. On a développé des algorithmes en interne, et je vous dirai pourquoi on fait beaucoup de choses en interne. C'est pas le bon terme, je suis désolé, ne me jetez pas les cailloux tout de suite, de prédictivité. En réalité, l'idée est d'être capable, quand un gendarme sort en patrouille, sur son Néo, son téléphone ou sa tablette sur laquelle il a accès à l'ensemble des outils métiers et des fichiers, d'avoir une cartographie de sa circonscription avec une carte de chaleur qui lui permette de voir, en sortant sur le terrain, où est-ce qu'il a intérêt à être, à quel moment, pour éviter une situation de crise. Donc, encore une fois, ce n'est pas de la prédictivité, c'est du traitement de la donnée, c'est en prenant quelques constantes du type est-ce qu'il y a une gare, est-ce qu'il y a un café, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est pas moi qui ai codé l'algorithme. Donc, on avait fait une première version sur les cambriolages, et sur les 11 départements sur lesquels nous avions testé cet algorithme, on avait été 3 points meilleurs que sur les 79 autres départements qui n'utilisaient pas cet algorithme. Et pourtant, la donnée du cambriolage n'est pas bonne, parce qu'en fait, on ne sait jamais au jour près, à la semaine près, voire au mois près, quand est-ce qu'on a été cambriolé. Une résidence secondaire, on s'en rend compte quand on retourne à la résidence secondaire. Donc malgré le fait que la donnée n'était pas fiable du tout, en réalité, les résultats étaient plutôt encourageants. Et donc là, on est en train de développer une version 2 de l'algorithme qui prend en compte toutes les interventions de la gendarmerie. Bon, d'une part, l'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Ça fiabilise la donnée. L'autre avantage, c'est qu'on sait à la minute près, voire à la seconde près, à quel moment la patrouille a été engagée et à quel moment elle arrive sur les lieux. Donc la donnée, pour le coup, elle est très fiable. Et puis, comme l'objectif, c'est d'avoir le gendarme au bon endroit au bon moment, pour une situation de crise, à la limite, dans l'absolu, que ce soit pour un cambriolage ou un accident de la route, peu importe. Quand il y a un accident, enfin quand on pense qu'il va y avoir un accident à ce moment-là, moi sur la route, quand je vois un gendarme, même moi je lève le pied, même si je respecte les limitations de vitesse. C'est vrai. Donc si moi je lève le pied, j'imagine que ça arrive à peu près à tout le monde.
Donc l'idée est vraiment de prévenir au mieux l'arrivée de cette situation de crise, à défaut d'être le plus près possible pour intervenir dans les meilleurs délais. On développe un certain nombre d'autres choses, du speech to text adapté en maîtrisant la donnée, c'est aussi un autre sujet, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, ou des outils de planification qui visent à nous permettre en fait, d'optimiser nos ressources. Le corollaire, c'est qu'il faut qu'on soit capable de recruter et de former. Alors, j'ai 2 fils qui sont ingénieurs en sécurité informatique, ils ont une trentaine d'années, ils sont payés à un niveau que moi je ne pourrais pas, m'aligner en clair, si tant est que j'ai envie de les recruter. Et en fait, pour l'instant, on a trouvé quelque chose qui fonctionne, pourvu que ça dure. Aujourd'hui, les jeunes générations, il y a une densité de qualité qui, je pense, est supérieure quand je compare moi à ma génération. Aujourd'hui, les gens viennent en gendarmerie, un officier, il commande une demi-carrière. Et l'autre demi-carrière, il fait de la centrale, de l'état-major. En fait, eux, ils viennent pour commander, chose que nous, on peut offrir. On n'est pas nombreux à pouvoir l'offrir. On est au moins un comité militaire, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Et moi, il m'intéresse pour la deuxième moitié. Enfin, il m'intéresse aussi pour la première moitié, mais j'ai moins de problèmes. Enfin, c'est moins compliqué d'être attractif. Et donc, en fait, il faut qu'on sache construire des parcours de carrière et s'y tenir. C'est un vrai sujet, accessoirement. Nos personnels, c'est notre principale richesse. C'est quand même mieux quand on sait comment les gérer et qu'on sait leur donner un peu de perspective. C'est aussi un peu ce que la génération Z nous demande. Ensuite, il faut savoir former tout au long d'une carrière. Donc ça, c'est aussi le sens des formations, et je remercie également, nous en parlons très souvent avec Alain Boer. C'est aussi cette capacité de faire monter en gamme sur des formations diplômantes. Alors certes, on les rend bankable, mais quelque part, tant pis. Il y en a qui partiront, il y en a qui partent déjà. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à les former et à les faire monter en compétences. Et pour ça, ça demande des partenariats forts avec l'université, avec les écoles d'ingénieurs. Ce qu'on essaye de faire, il faut qu'on le fasse encore sans doute davantage, mais ça marche bien. Et puis, la compétence, il faut la chercher où elle est. Et elle est en fait dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs. Donc on aurait tort de ne pas le faire. On recrute, on a créé un concours scientifique pour nos officiers. Donc là aussi, je ne choquais personne, mais on a enlevé toutes les épreuves qui n'étaient pas scientifiques pour créer un concours sciences dures. Et plus de la moitié des officiers que nous recrutons sont soit ingénieurs, soit ont un master 2 sciences dures. Je ne pose pas les sciences, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et pour nos sous-officiers, on a créé une épreuve à option PIX qu'on a empruntée à l'Éducation nationale, non pas pour épreuve à option, non pas pour que la différence se fasse sur le niveau numérique, mais en fait ensuite on prend les gens qui ont les meilleures notes dans cette épreuve à option, on les met ensemble dans des e-compagnies. Et dans la formation initiale, on leur colle 30% de numérique en plus. Et c'est un moyen d'irriguer dans l'ensemble des unités d'une appétence pour le numérique et d'avoir au moins dans une brigade quelqu'un qui en saura un peu plus que les autres quand on viendra réclamer l'aide de la gendarmerie ou déposer une plainte sur ces sujets-là. D'une manière générale, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important et que c'est une obsession, c'est que dans les administrations, quand on discute un peu avec mes camarades de jeu, si j'ose dire, quand on commence à parler blockchain ou algorithme, tout le monde n'a pas forcément une bonne idée de ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est aussi un vrai sujet. Mais le recrutement des cadres du monde administratif est quand même pas très scientifique dans l'absolu. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais je pense que ça aide quand même considérablement. Dans le même temps, l'IA générative a perturbé encore les choses. Et ça génère, pour moi, ça ajoute à la hauteur de la marche qu'il faut franchir. J'imagine aussi que dans l'amphi, il y a beaucoup de personnes qui en savent davantage que moi sur ces sujets-là, mais ça percute absolument tout. On ne recrute plus, on ne forme plus, on ne décide plus comme on le faisait avant, et ce sera de plus en plus le cas demain. Même une enquête judiciaire, je parlais des objets connectés. Bon, j'ai une montre connectée, quand on va sur une scène de crime, on a quelqu'un qui vient d'être assassiné qui est sur le sol. Le fait d'entrer dans un endroit où il y a des objets connectés, on pollue. En fait, on a une pollution numérique, en réalité, de tous les objets connectés, puisque le propre d'une enquête, c'est de ramasser tout ce que l'on peut, en termes bio, en termes d'empreintes, d'ADN, empreintes, mais également les empreintes numériques sur les objets qui sont dans la pièce. Et si on relève nos indices à nous, ça va considérablement, on saura les retrouver.
c'est souhaitable, mais surtout, ça va considérablement complexifier la résolution de cette affaire. Les deepfakes, on en a parlé rapidement. Moi, j'ai vu récemment ce que Sora est capable de faire. C'est assez bluffant. Bon, j'imagine qu'on nous a vendu un peu l'appartement témoin. Cela étant, on voit quand même le bon qualitatif de ce qu'on est capable de faire, mais ça a été évoqué tout à l'heure. Donc concrètement, à mon sens, il est vraiment urgent qu'il y ait une prise de conscience très très générale, et je pense que la séance aujourd'hui va contribuer, en fait, en tout cas, à faire en sorte de faire avancer les choses. Quelques mots sur les obligations. J'ai évoqué le cadre juridique. Il y a des sujets éthiques qui sont posés, c'est évident. Je crois que vous avez Licence de France qui vient, qui suit ces dossiers-là pour nous, et elle en parlera sans doute tout à l'heure. On a mis en place une charte éthique IA pour une IA de confiance au service de la sécurité. C'est le titre qui a été choisi. Mais je pense qu'elle en parlera, donc je ne veux pas m'étendre dessus. Des sujets de déontologie, enfin là aussi les médias en parlent de manière très très régulière, je pense que c'est vital. Une bonne nouvelle, c'est que le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été approuvé par les États membres là en début du mois est plutôt très favorable, en tout cas sur l'action sur son emploi par les forces de sécurité. Pour être honnête, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des membres de la Commission européenne et au Parlement européen. Moi j'avais une vraie inquiétude sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que tout est fait. Mais en attendant, c'est plutôt un signal qui est très favorable. Et globalement, j'ai un peu le sentiment que les planètes sont plutôt bien alignées. Le Conseil d'État aussi a une vision que je trouve très offensive, enfin très, très proactive sur ce sujet. Et je pense que tout ça nous aidera et c'est heureux. Et puis nous, à notre niveau, on va essayer de continuer à travailler avec notamment les autres forces de sécurité, avec Europol, où on a aussi beaucoup d'échanges sur ces sujets-là, parce que les algorithmes que nous codons, nous les mettons en libre téléchargement pour les forces de sécurité à Europol. Et là, il y a de nombreuses choses qui sont faites. Et puis également, dans le cadre d'un club des gendarmeries, on traitera de l'IA au mois d'octobre. Et puis, dès qu'on se cherche des sujets de collaboration, des sujets sur lesquels on peut tous progresser collectivement, immanquablement, on retrouve les sujets cyber, IA, environnement pour être complet, ce qui montre aussi que tout le monde a les mêmes préoccupations. Je n'ai pas parlé des sujets de souveraineté, je n'ai pas parlé du fait qu'une IA générative se nourrit de données. Quand nous on interroge une IA générative, on lui donne de la donnée. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a des données qu'on ne peut pas donner. Il faut que l'on puisse traiter. Il y a les armées sont en train d'acheter des GPU et de la puissance de calcul. On a quelques conventions avec des endroits où il y a des grosses puissances de calcul, c'est indispensable. Le monde, là aussi, change. Je salue aussi Madame la directrice qui, je pense, partage cette obsession sur le sujet. En tout cas, la route est longue, elle monte vite, elle est sinueuse. Mais au final, si j'étais venu il y a un mois, j'aurais été vraiment moins optimiste sur notre capacité à accrocher le train qui malgré tout, roule très, très vite. Donc, par rapport à ces défis, il faut qu'on mobilise, il faut qu'on ait des partenariats forts. Moi, je suis vraiment très, très heureux que le MBA ait choisi aujourd'hui ce sujet-là, pour des raisons que je pense avoir suffisamment indiquées. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais récupérer tout ce qui aura été produit, fait, tous les échanges avec beaucoup d'intérêt. Je pense aussi qu'à la lueur de l'ampleur du sujet, des perspectives et des risques que cela fait peser, je pense que le côté multidisciplinaire de l'approche qui sera celle du MBA est absolument fondamental. Et on va se nourrir de ce séminaire et de tout ce que vous produirez. Encore merci. Bravo à tout l'encadrement du MBA, créateur et porteur de projets. Merci aussi, j'en ai pas parlé, mais je vois l'un de mes réservistes préférés qui nous fait avancer aussi sur ces sujets-là. Enfin, vous l'avez compris, c'est pour moi complètement vital, c'est une priorité fondamentale. Et merci d'y contribuer. Excellente journée à tous. Merci, mon général. Avant notre première table ronde, écoutons pour ses propos introductifs le professeur titulaire de la chaire de sciences policières et criminelles, monsieur le professeur Alain Bauer.
Alain Bauer, vous enseignez également la criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, ainsi qu'aux universités de Shanghai et New York. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le directeur général, cher Christian, cher Laurent Bitouzet, encore pardon. Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je me suis toujours interrogé sur l'intérêt, l'utilité ou l'art de la gestion du colloque. Le colloque qui est en fait un espace de palabre, où on est censé se parler pour mettre à jour un point de doctrine. C'est un terme essentiellement religieux, fort heureusement laïcisé depuis très longtemps, mais on ne sait jamais s'il s'agit d'un espace du haut vers le bas. Vous noterez que la situation dans laquelle je suis ne souffre d'aucune discussion, ou d'un espace de dialogue et de partage, ce qui est, comme ceci a été très bien rappelé et par le général Bitouzet et par le général Rodriguez, le cœur de la volonté qui a permis la création du MBA. En fait, si nous étions dans un vrai espace intégrant le millénaire dans lequel nous sommes, et pas cet espace qui est la marque de celui dont nous venons, je ne serais pas en haut, vous ne seriez pas en bas, nous serions quelque part à égalité. Et régulièrement, quand nous recréons les espaces de partage que sont nos cours, séminaires et enseignements, nous nous posons un grand nombre de questions, à la fois sur l'usage des espaces numériques et virtuels, et aussi sur la manière dont nous apportons l'espace du professeur vers l'élève et l'espace du dialogue entre enseignants et professionnels. Et il ne s'agit pas de la même chose. Il se trouve que le Conservatoire des arts et métiers est un grand établissement plutôt de formation professionnelle, mais que le MBA a cette chance, dans sa construction historique, d'avoir à la fois une très grande école de commerce, d'économie et de gestion et de management, un très bel établissement universitaire, juridique, économique, et qui était la deuxième moitié de ma maison mère, parce que je suis de Paris 1 et que je parle actuellement de Paris 2, et un grand établissement qui a cette fonction particulière, et puis des intervenants dont je parlerai tout à l'heure. Alors, dans cette logique de colloque, palabre, dialogue, partage, il y a toujours un moment compliqué qui est comment on va le faire ouvrir et comment on va le faire fermer. En fait, celui qui ouvre et celui qui ferme sont les deux qui, en général, échappent au colloque. L'un, parce qu'il considère qu'il va ouvrir la voie et qu'après tout, on verra bien ensuite et qu'il n'est responsable de rien. L'autre, parce qu'en général, il arrive à la fin, il explique donc ce qu'il aurait voulu dire au début si on l'avait invité là, et nonobstant ce qui s'est dit dans l'espace intermédiaire, délivre un message qui est celui que je viens d'indiquer. Je vais donc essayer de tenir les deux bouts, grâce à vous, pour d'abord revenir sur le titre très étrange de ce colloque. Vous avez pu noter que, si vous le regardez bien, il n'y a pas un titre, mais deux. Sécuriser l'événement, 1, les Jeux Olympiques. 2, l'IA est-elle la martingale absolue? En fait, l'IA, tout court. Et on est à peu près dans la situation habituelle de qu'est-ce qu'un dromadaire? Un cheval revu par un comité parlementaire. Vous avez donc là, qu'est-ce qu'un titre de colloque n'arrivant pas à en trancher entre deux options essentielles? 1, parler des Jeux Olympiques parce que quand même c'était l'année. 2, parler de l'IA parce que quand même c'est essentiel. Nous avons donc réussi cette merveilleuse opération, toute entière signée par le cabinet du DGGN. Je tiens à dire que si nous sommes responsables de 1, sécurité de l'événement et 2, l'IA, c'est un sujet, la martingale ne vient pas de chez nous. Et je me suis demandé comment la théorie des jeux avait bien pu arriver au milieu de cette affaire. Et fondamentalement, ça montre l'importance des structures hiérarchiques dans les armées et la gendarmerie nationale. Alors, je dis ça parce que la première fois que je suis venu ici, c'était avec le général Georges Lin pour faire le cours d'ouverture de l'école de guerre. Et j'ai commencé mon speech sur un débat assez compliqué sur la surprise stratégique où j'avais un point de vue exactement inverse au général Georges Lin. Donc nos relations ont commencé mal, mais j'ai une pensée pour lui à ce moment précis car il a disparu et que nos relations se sont beaucoup améliorées au fur et à mesure. J'ai expliqué que je tenais à commencer mon propos en expliquant que la hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. Ce qui a fait rire en fonction du grade. Un peu faussement vers les très étoilés et beaucoup plus franchement vers le fond de l'amphi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons à traiter
Dans la réalité de la vie de tous les jours, et on parlait tout à l'heure des problématiques de l'année 2024 avec le général Rodriguez, sur tout ce qui allait mal se passer en 2024. Nous sommes les théoriciens du chaos. C'est la théorie des jeux à l'envers. La théorie des jeux où tu es toujours en situation de ne pas savoir comment tu vas gagner, mais qui a une possibilité, mais imprévisible. Nous avons, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, pour la première fois dans l'histoire d'un gouvernement de ce pays, et ça n'a rien à voir avec l'origine du gouvernement, le nom du président ou du Premier ministre, les tenants, dans la première et unique crise totale de l'histoire. C'est la première fois que toutes les crises durent en même temps. J'ai eu l'occasion d'en vivre quelques-unes quand j'étais le conseiller du Premier ministre Rocard. Chacune s'arrêtait à un moment. J'ai commencé par la Nouvelle-Calédonie, j'ai ensuite eu le décès-10 du TA, j'ai eu la chute du mur de Berlin et j'ai fini par la guerre du Golfe. Mais il y avait des petites pauses. On se remettait à discuter des vrais sujets, les élections municipales, les cantonales, enfin les enjeux stratégiques majeurs de l'histoire de l'humanité. Là, on n'a pas. Nous avons une crise sociale qui n'est pas terminée, celle des Gilets jaunes, une crise sanitaire qui n'est toujours pas finie, ni Covid ni le reste, une crise environnementale qui est en cours, une crise agricole qui vient de commencer et qui ne va pas terminer demain matin, une crise sécuritaire dont je parle assez longuement en expliquant la poussée irrésistible de l'homicide et des tentatives dans ce pays, c'est-à-dire le niveau ultime de la violence, avec le pire chiffre qu'on ait jamais eu depuis qu'on compte, c'est-à-dire 1972. Une crise militaire qui est à nos portes, et dont j'ai cru comprendre que déjà que nous étions partis au conflit, nous pensions peut-être un jour belligérants. Aucune de ces crises n'est terminée, et nous avons à les traiter toutes. Et en plus, nous avons décidé d'organiser les Jeux Olympiques, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas montrer notre capacité à aller vers l'impossible quand on est français. Et donc, dans cette phase très complexe, comment arriver à traiter de la sécurisation de l'événement par l'IA ou de l'IA comme objet de risque par rapport à l'événement? Car dans Martingale, d'abord on ne gagne pas toujours, parfois on se fait prendre, et ensuite ce n'est pas une solution à tout. C'est d'ailleurs pour cela que le découpage de cet après-midi ne manque pas d'intérêt. On va commencer par mon éminent collègue David Nakache. Et comme il le sait, souvent je le titille sur le thème « l'IA n'existe pas ». Elle est pas I, mais elle est très A. Mais je reconnais qu'au fur et à mesure du temps qui passe, le I devient de plus en plus possible. Il va même probablement devenir probable, mais dans le pire de ce qu'il peut faire pour l'instant. C'est-à-dire qu'il est un outil formidable de deepfake, il est un outil formidable de contournement de la loi, il est un outil formidable de radiosphère et de trollisation. À quel moment va-t-il enfin devenir un élément utile dans la gestion traditionnelle du glaive et du bouclier? Véronique Chanu va ensuite traiter d'un sujet encore plus compliqué, l'IA dans la sécurité quotidienne, c'est le bon côté. Est-ce que tout ça peut servir à quelque chose? Est-ce que ça peut accélérer le processus décisionnel? Est-ce que ça peut permettre la réponse aux enjeux et aux difficultés qui vont se présenter? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire de l'IA un élément utile, à condition, bien évidemment, de ne pas sombrer dans le drame habituel dont nous avons encore eu le 7 octobre, une représentation comme si nous avions déjà oublié le 11 septembre et quelques autres, le fétichisme technologique, où nous sommes tous persuadés que l'inspecteur Facebook va régler le compte de l'imam YouTube, ce qui n'arrive jamais. Le drame du fétichisme technologique, c'est croire qu'on vient soudain de découvrir la martingale absolue qui va éviter le facteur humain, alors que c'est le facteur humain qui évite en général le désastre technologique. Ce sont chaque fois des humains qui ont mis en garde contre le risque qui était face à nous, en 2001 comme en 2023, et pourtant, chaque fois, l'humain n'a pas été écouté au nom de la réponse purement technologique qui était fournie par la mécanique et la machine, et il y a là un enjeu à prendre en considération face à l'émerveillement, la fascination que amène la future éventuelle possible IA. Enfin, l'enjeu essentiel de l'année, les Jeux Olympiques, car l'IA va durer très longtemps, les Jeux Olympiques vont laisser une marque, et c'est tant mieux, va être un sujet tout à fait essentiel, et nous allons avoir, grâce à Pascal,
l'homme, la géopolitique fait homme, la géostratégie fait homme. D'ailleurs, je pense que c'est plus que géostratégie que géopolitique, une capacité à justement voir et anticiper les effets à la fois internes, nationaux et internationaux des enjeux qui vont être les nôtres durant cette année olympique. Juste avant de débuter cette séquence, le maître de cérémonie m'a un peu titillé sur les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, qui en fait sont 3+1, et la 4e est la loi 0. La première vise à protéger l'humain, la deuxième vise à protéger la machine à condition de ne pas attenter à l'humain, et la troisième vise à protéger tout le monde à condition de n'attenter ni à l'humain ni à la machine. La loi 0 est arrivée très tardivement dans les lois de la robotique. C'est la loi qui vise à protéger l'humanité, comme un ensemble au-delà de l'humain. Elle arrive avant la loi numéro 1, ce qui est surprenant. Elle arrive en fin de cycle, ce qui prouve qu'il y a une longue réflexion, et ce n'est pas vraiment Asimov qui la met en place, parce que c'est un sujet de discussion nombreuse avec beaucoup de ses protagonistes. Ça veut dire que sur cette question essentielle, il y a eu une grande évolution dans la manière dont, y compris les principaux protagonistes de l'intelligence artificielle, se font peur eux-mêmes et mettent en garde contre les risques et le fait que la machine leur échappe, ce qu'on appelle un golem. Quand on crée un golem, une version Frankenstein de l'outil qui vise à résoudre le mal, on peut créer un mal plus grand encore, et à un moment, il faut trouver le problème, il faut trouver la solution pour résoudre le cas du golem. En général, on trouve un enfant qui trouve une solution naturelle et innée, il efface le front du golem et le golem s'arrête. Ce n'est pas aussi simple en matière d'intelligence artificielle, et ça ne sera pas aussi simple. L'ampleur des risques, des menaces, des attaques, le nombre d'événements qui se produisent tous les jours, les statistiques qui sont fournies par les grandes entreprises de protection en matière de sécurité, la capacité de plus en plus difficile pour les organes d'État à intervenir pour protéger les entreprises ou pour décrypter. Vous savez, un lundi, on vous annonce que le groupe Lockbit est supprimé, le vendredi, il vous dit « coucou, on est revenu ». Ce sont ces événements-là qui nous montrent à quel point il faut être extraordinairement prudent et à quel point la question de l'IA doit être regardée et comme une martingale et comme une capacité à fausser le jeu tel qu'on n'en a jamais vu. Les deux événements méritent à la fois fascination et répulsion et probablement une capacité à voir les choses différemment. Je le disais tout à l'heure, la NSA a raté le 11 septembre, ce n'est pas faute de données, c'est faute d'intelligence, au sens de l'intelligence humaine. Nous avons raté l'affaire ukrainienne, ce n'est pas faute de photos et de satellites, c'est même pas faute d'avoir été prévenus. C'est parce que nous n'y croyions pas. Israël a été surprise par l'attaque la plus meurtrière de son histoire, avec l'outil technologique le plus sophistiqué qui existe sur la planète. Et des alertes humaines leur disant que ça allait arriver, comme le 11 septembre d'ailleurs. Et ils n'y ont pas cru. Le vrai problème, c'est moins l'artificiel que l'intelligence, je le disais tout à l'heure, et c'est un sujet que nous devons commencer à prendre en considération au vu de notre incapacité désormais à définir la principale victime du Covid, la vérité. Le problème de la vérité est un problème de rationalisation assez simple entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre ce que nous acceptons comme existant et ce qui n'est pas. Or, nous sommes dans un univers où nous vivons entre déconstructeurs. J'aime beaucoup la déconstruction. D'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant, mais je n'ai jamais vu quoi que ce soit construit par des déconstructeurs, et c'est une partie du problème. Et la deuxième partie, elle vise simplement à se demander à quel moment nous allons intégrer le fait que nous devons rétablir un semblant de vérité acceptable et commune, et non pas une relativité absolue qui vise à ce qu'il n'y ait plus de vérité, mais que des vérités alternatives. Or, ceci pose un problème non pas seulement à nos enfants, très addictés à toute une série d'outils et enfermés par des algorithmes qui ne leur laissent plus la possibilité d'avoir le choix, d'avoir le doute, d'avoir la perspective, mais je rappelle que les plus addictés d'entre tous, c'est nous. Selon les dernières études, nous sommes plus addictés à nos téléphones que nos enfants. Et nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Il nous reste encore un petit peu de bon sens pour considérer la possibilité de conserver un reste d'humanité par rapport à l'intelligence artificielle. C'est justement le fait que
le mode de contrôle doit être mis en place. Et vous avez un exemple, pardonnez-moi de le donner comme tel. Nos amis chinois, dont les principes démocratiques sont assez relatifs et l'interprétation de la liberté un peu rugueuse, ont décidé d'empêcher leurs enfants d'utiliser TikTok et les réseaux sociaux plus de tant d'heures par jour avec un dispositif d'autocontrôle des systèmes pour les remettre dans un univers humain, afin d'éviter le passage un peu brutal du virtuel au réel, mais surtout l'inverse, l'enfermement, l'inhumanité, l'incapacité à. Or, si on regarde l'ensemble des éléments qui sont disponibles d'un point de vue criminologique, et je terminerai là-dessus, nous savons aujourd'hui, parce que c'est un outil essentiellement clinique, que le diagnostic que nous pouvons poser montre un retour à la violence généralisée par l'isolement, l'incapacité à dialoguer, à discuter, à comprendre un avis opposé, ne serait-ce que purement oral. Le pronostic est donc relativement défavorable. Les outils thérapeutiques sont assez ouverts. Et donc, s'il faut que ce colloque serve à quelque chose, et c'est la chance du programme MBA dans l'école des officiers de la gendarmerie nationale, je ne désespère pas qu'elle change de nom et de statut un jour. Je le fais, hein. Voilà. Comme dit l'autre, c'est fait. Mais en attendant, le fait d'évoluer sur les contenus, d'ouvrir à d'autres partenaires, de développer un processus qui vise non seulement à avoir un MBA, mais un processus continu, le fait de pouvoir aller ouvrir sur les scientifiques et des élèves issus d'autres programmes et d'autres parcours apparaît comme un enjeu essentiel et je salue l'effort. Incomplet, certes, mais bon. Ceci est déjà lancé et c'est une bonne nouvelle. Vous avez aujourd'hui la chance, dans les programmes qui sont menés et autour de mes collègues que je citais tout à l'heure, je rajoute Jean-Louis Angela et surtout Rémi Février, qui est une sorte de mémoire permanente du MBA, le garant de l'histoire du présent et on espère du futur. Vous avez une possibilité rare, c'est de cumuler un processus de commandement, un processus de management et un processus d'évolution académique reconnu et certifié, qualifié, validé par un diplôme. C'est assez rare. Je passe mes journées à récupérer des uniformes venus d'autres institutions qui sont un peu dans la difficulté pour qu'on reconnaisse enfin la qualité de leur formation et de leur parcours. Et donc, il faut profiter de l'espace qu'offre la gendarmerie pour continuer le parcours sur le MBA. Je l'espère bientôt et de plus en plus sur un DBA raccroché par contre au MBA et puis sur toutes les formations nécessaires dans le cadre d'une remise en cohérence générale de l'ensemble des parcours et surtout du fait qu'il faut les certifier, les qualifier et les reconnaître et pas seulement considérer qu'ils se reconnaissent par leur propre existence. Il a 10 ans, le MBA. C'est encore un enfant un peu turbulent. On ne sait pas exactement comment il va tourner, l'adolescence se profile. Quelques pulsions sans doute ici ou là. Mais c'est un enfant qui a bien grandi, une tête bien faite, qui mérite d'être bien pleine et qui a besoin d'avoir plein d'enfants, plein de successeurs, plein de nouveaux amis, plein de cousins pour continuer à progresser. Isaac Asimov avait écrit un cycle qui s'appelait Fondation. Alors, il y en a une très, très, très mauvaise version sur Amazon moins, Apple carré ou Netflix. Des gens qui visiblement n'ont pas bien lu le texte. Et dans le tout premier volume, Isaac Asimov met en scène un psycho-historien, Hari Seldon, qui n'est pas un robot. Hari Seldon arrive en disant « Écoutez les gars, il se passe un truc ». Il vient dans une réunion du conseil scientifique du MBA, sous l'œil désespéré du colonel Texera, du général Bitouzé, avec que va-t-il bien pouvoir sortir du PV du conseil scientifique qu'on va être obligé quand même d'envoyer au général Rodriguez. Et il dit « Bon, écoutez les gars, tout est fini. Ça y est, c'est la fin du monde. Terminé. Il n'y a aucune chance qu'on puisse empêcher la fin du monde en plus de la fin du mois. » Tout le monde le regarde un peu désespéré. Il dit « Mais j'ai une bonne nouvelle. Tout est possible. Je peux réduire la durée du chaos. J'ai l'option, ça va durer 1000 ans, c'est long mais ça va, ou 10 000 ans, c'est très 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 long. Et donc si on crée une structure qui s'appelle Fondation,
nous allons arriver à sauver l'humanité, à réduire le temps du chaos et à en minimiser l'intensité. Je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, elle se termine bien. Nous sommes un peu dans cette situation, non pas que c'est la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Nous sommes un peu dans cette situation parce que chacun dans notre sphère, chacun dans notre ligne de nage, nous savons très bien que nous sommes face à des difficultés inédites, immenses, très importantes et surtout cumulées. Et pourtant, nous avons tous le secret espoir que quelque part, en nous associant, en dialoguant, en discutant, en faisant émerger les meilleurs esprits, nous allons réduire l'intensité, la durée du chaos. Et c'est cette proposition que je pense devoir vous faire aujourd'hui, en vous disant que si on devait commencer Fondation en 2024, il y a d'assez grandes chances que ça commence ici. Merci. Merci, monsieur le professeur.